Rebonjour, chers biologistes en herbe, et bienvenue à la quatrième semaine du cours de biologie. Donc, cette quatrième semaine-là, ça va être la dernière partie du bloc 1, la première partie, le premier segment du cours. C'est la dernière partie que moi, je vais vous enseigner en tant qu'enseignant de la théorie. Après moi, il va y avoir François Dionne qui va prendre la relève. Donc, à partir de la fin de ce bloc-là, vous allez commencer à recevoir des cours de François. Donc, lors de ce cours-ci, lors de cette quatrième semaine-là, on va parler d'un processus super important qui s'appelle la synthèse des protéines. Donc, la synthèse des protéines, c'est la fabrication de protéines à partir, comme vous le savez déjà, de l'information qui est contenue sur l'ADN. Donc, ce processus-là, il est super important. Je veux dire, chaque cellule de notre corps est en train de le faire en ce moment. Là, au moment où on se parle, chacune de vos cellules est en train de synthétiser des protéines et ça se fait 24 heures sur 24, 365 jours par année pendant toute votre vie. Donc, c'est super important. Puis, on est beaucoup constitué de protéines. On a une bonne partie de notre corps qui est ces protéines-là. Donc, ils sont essentiels, ces protéines-là. Puis, ils sont très complexes. On a vu que c'était des molécules très complexes. C'est des polymères, les protéines, c'est des molécules chaînes. Et la structure de la protéine, elle est très importante. Si on ne met pas la bonne séquence d'acides aminés, parce que dans ce polymère-là, l'élément constituant, c'est ce qu'on appelle les acides aminés. Si on ne met pas la bonne séquence, bien, on n'a pas la bonne protéine. Donc, cette information-là, c'est quoi la bonne séquence? Bien, elle est écrite dans l'ADN. Donc, on va voir ce processus-là aujourd'hui. Euh, donc, je suis dans le PowerPoint 1D qui parle de la synthèse des protéines. À la page 1, vous avez la page titre et à la page 2, si vous me suivez sur le PowerPoint, on a, à la page 2, on a, bon, dans les très, très grandes lignes, si on résume le cours d'aujourd'hui en une diapo, là, en oubliant tous les détails, ça ressemble un petit peu à ça. On a l'ADN, molécule qui contient l'information de base, la copie mère. On prend cette information-là, on va, à partir de cette information-là, fabriquer une molécule d'ARN pour chaque petit morceau d'information qu'on veut produire, qu'on veut utiliser pour produire des protéines. Cette première étape-là, c'est ce qu'on appelle la transcription. En gros, là, la synthèse des protéines, ça se fait en deux étapes. La première, c'est ce qu'on appelle la transcription. Puis la deuxième étape, quand on passe de notre ARN messager qui contient encore une fois l'information jusqu'à la protéine, ultimement, ben, c'est la partie qu'on appelle la traduction. Donc, première partie de la synthèse des protéines, transcription. Deuxième partie, traduction. Puis vous allez voir que ces termes-là ne sont pas aléatoires. Il y a une raison pour laquelle on utilise ces mots-là. Tu sais, déjà, intuitivement, vous savez ce que ça veut dire la transcription puis la traduction. Si je vous donne un document, si je vous donne une feuille de papier, là, puis il y a un texte décrit dessus, puis je vous dis, OK, ben, fais-moi une copie conforme de ce texte-là, vous allez transcrire ce document-là. Vous allez en faire une copie, c'est la même information que vous allez avoir dans votre copie, idéalement sans aucune erreur que vous aviez dans la version originale. Ça, c'est la transcription. Mais c'est la même chose qu'on va faire quand on passe de ADN à ARN messager. Vous allez voir pourquoi j'ajoute un messager après ARN. Le petit ARN avec un M minuscule à la fin, le M, c'est pour messager. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc, ça, c'est la transcription. Après ça, pour la traduction, bien, supposons que je prends ma feuille de papier tout à l'heure, puis au lieu de vous dire transcrivez-la, je vous dis traduisez-la dans une autre langue. Bien, là, vous allez faire de la traduction. Vous allez changer de système de codification, donc de système pour transmettre cette information-là d'une langue à l'autre. Quand on passe de l'ARN messager aux protéines, c'est exactement ce qu'on va faire, parce qu'on va changer de système de codification. L'ADN et l'ARN, ils parlent le même langage, si on veut. Ils ont un alphabet de 4 lettres avec 4 nucléotides différents. Puis chaque lettre de l'ADN correspond à une lettre de l'ARN. Donc, on ne change pas de langage, c'est la même langue. Mais quand on va passer de l'ARN aux protéines, c'est différent parce que l'ARN, avec son langage qui est écrit avec un alphabet de 4 lettres, mais si c'est l'ARN, c'est AUCG, bien là, il faut traduire ça dans le langage des protéines, qui est un alphabet différent. Les protéines, il y a 20 acides aminés différents qui existent, puis qui vont être utilisés pour fabriquer nos protéines. Donc, eux autres, les protéines, ils ont un alphabet de 20 lettres. Ce n'est pas la même langue, autrement dit. Donc, ça nous prend une conversion d'un à l'autre, puis c'est ce qu'on va appeler la traduction. Ces deux processus-là, transcription et traduction, ils ne se produisent pas au même endroit. La traduction, elle va toujours se produire directement dans le noyau parce que c'est là que l'ADN il est placé dans le noyau. Puis l'ADN, je vous rappelle, qu'il ne sort jamais du noyau. Il est emprisonné en permanence dans ce coffre-fort-là qui est le noyau. On ne sort pas de là, il est trop précieux, on ne veut pas le scraper en l'exposant au danger de l'extérieur, fait qu'il reste dans son coffre-fort. Donc, c'est dans le coffre-fort, exactement, dans le noyau que l'ARN va être fabriqué.
Après ça, cet ARN-là, il va sortir du noyau et à l'extérieur du noyau, donc dans le cytoplasme, il va aller rencontrer les ribosomes. Et c'est dans les ribosomes, autrement dit, à l'extérieur du noyau, dans le cytoplasme, que la deuxième partie va s'effectuer, la traduction. Donc, première partie, transcription, c'est dans le noyau que ça se passe. Deuxième partie, traduction, c'est dans le cytoplasme que ça se passe. Au dernier cours, en fait, on avait parlé d'un autre processus qui impliquait lui aussi l'ADN, mais qui était quand même pas mal différent. C'est quand on avait parlé de la réplication de l'ADN ou de la synthèse de l'ADN. La synthèse de l'ADN ou la réplication de l'ADN, ce n'est pas la même chose que la synthèse des protéines. Même s'il y a le mot synthèse dans les deux, là, la synthèse de l'ADN, c'est quand tu prends une molécule d'ADN puis tu en fabriques une deuxième avec. Puis éventuellement, tu te retrouves avec deux molécules d'ADN complètes, chacune avec leurs deux brins. La synthèse des protéines, c'est quand tu prends cet ADN-là, tu ne le copies pas, tu le laisses, sa version originale, pas copiée, mais tu vas copier une partie de l'information sous forme d'ARN cette fois-là, puis après ça, cette information-là, tu vas l'utiliser pour fabriquer des protéines. Deux processus différents qui ne servent pas à la même chose. Puis en fait, la synthèse de l'ADN, ça se produit pendant l'interphase, mais ça sert à la réplication cellulaire, ça sert à la mitose, par exemple. Donc, quand la cellule va se diviser en deux, bien, elle va avoir son ADN en deux copies parce qu'elle veut envoyer les deux copies des deux côtés. La synthèse des protéines, ça sert à quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui va se produire pendant toute l'interphase. Du début à la fin de l'interphase, on peut avoir la synthèse des protéines. Et c'est essentiellement, quand la cellule a besoin de n'importe quelle protéine, puis il y en a beaucoup des protéines différentes, bien, elle a besoin d'aller chercher l'information sur l'ADN, puis c'est ce qu'elle va faire quand elle fait la synthèse des protéines. Donc, ils ne se produisent pas nécessairement au même moment. La réplication, c'est juste dans le milieu de l'interface. La synthèse des protéines, c'est pendant toute l'interface au complet. On passe maintenant à la diapo numéro 3. Donc, en fait, en image, on voit ce que je viens de vous expliquer en mots. Donc, vous avez un dessin schématisé d'une cellule, le cytoplasme qui est en jaune sur cette image-là, puis dans le milieu, vous avez un noyau avec son enveloppe nucléaire double, avec des pores nucléaires, des petits trous dans le noyau. Vous avez votre ADN qui, lui, reste tout le temps dans le noyau. On a l'ARN messager dont je vous parlais. En fait, je vais vous parler des différents types d'ARN qui existent, là, parce qu'il y a différentes sortes d'ARN dont on a besoin de parler. L'ARN, pour l'instant, je ne vous parlerai pas tout de suite de ce qu'on appelle l'ARN pré-messager. Disons que, je vais mentir un petit peu, là, disons que mon ADN est copié directement en ARN messager. ARN avec un petit M à côté. Le petit M, c'est pour messager. Puis c'est facile de comprendre pourquoi, parce que l'ARN messager, c'est celui qui fait le message entre l'ADN et les protéines. Donc, il transmet l'information de l'intérieur du noyau au ribosome à l'extérieur. Donc, c'est un messager. Et donc, ça, c'est la transcription. Puis la traduction, bien, ça se passe à l'extérieur, au niveau des ribosomes qui sont quelque part dans le cytoplasme. Et c'est ça qui va nous permettre de fabriquer le polypeptide ou, comme vous le savez, un polypeptide, c'est à peu près la même chose qu'une protéine, à la différence près que la protéine, il va falloir la replier, là, mais à la base, c'est surtout le polypeptide qui est produit de cette façon-là, par ce processus-là. OK. Donc, maintenant, page 4. On a quelque chose, j'ai eu quelques questions là-dessus, fait que je me suis dit que j'allais insister un petit peu plus là-dessus. Il y a des étudiants qui m'ont demandé, c'est quoi la différence entre l'ADN et l'ARN? Puis ces deux molécules, les deux, c'est des acides nucléiques. Donc, les deux, c'est des molécules qui sont quand même semblables. Ils se ressemblent. Ils sont basés sur le même modèle de base. Les deux, c'est des polymères. Les deux, c'est des longues chaînes. L'ADN est beaucoup plus long que l'ARN, par contre, là, parce que sur l'ARN, sur une molécule d'ARN, tu as de l'information, tu as eu juste l'information pour écrire un gène. Donc, c'est un gène qui est contenu comme information, qui est contenu sur une molécule d'ARN. Puis, si tu veux avoir un autre gène, bien, il va être sur une molécule différente. Ce n'est pas vrai pour l'ADN. L'ADN, lui, chaque chromosome, c'est une molécule d'ADN. Dans l'être humain, là, on a 46 chromosomes, donc on a 46 molécules d'ADN, puis ces 46 molécules-là, bien, ils contiennent chacune plusieurs gènes. Donc, ça fait des molécules qui sont évidemment beaucoup plus longues. Puis tous les gènes qui sont nécessaires pour fabriquer un être humain sont sur ces 46 chromosomes-là. Donc, ça, c'est une différence entre les deux, la longueur. L'ADN est plus long, l'ARN est plus court, toujours. Une autre différence, ben, l'ADN, c'est une molécule qui est bicaténaire, l'ARN est monocaténaire, donc deux brins antiparallèles quand on parle d'ADN. Puis si on est en train de parler d'ARN, on enlève un des deux brins, puis il en reste juste un. Ça, c'est ce qu'on appelle une molécule monocaténaire. C'est un filament unique. Il n'y a pas de nucléotide homologue là, en face de chaque nucléotide. Le A correspond à T ou quelque chose comme ça, comme on voit dans l'ADN. Dans l'ARN, c'est juste des nucléotides qui sont libres dans l'environnement. C'est pas grave parce qu'ils seront pas, ils resteront pas, les molécules d'ARN ne resteront pas là pendant aussi longtemps que la molécule d'ADN, par exemple. Une autre différence, ben, c'est la nature justement de ces nucléotides-là. Dans l'ADN, c'est ATCG. Dans l'ARN, c'est AUCG à la place. Il n'y a pas de T, il n'y a pas de thymine. À la place, il y a de l'uracile qui est
qu'on utilise, qu'on écrit sous l'abréviation U à la place. Donc ça, c'est une autre différence. Une autre différence, c'est la nature du sucre. Dans de l'ADN, le D, ça vient de désoxyribose. Donc, de l'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique. Acide parce que c'est une substance acide. Désoxyribo, ça vient de la nature du sucre. Puis nucléique, c'est parce qu'on le retrouve surtout dans le noyau. Bien, l'ARN, c'est de l'acide ribonucléique. Donc, le désoxyribo, ça vient de désoxyribose, qui est un des sucres. Et le ribo, ça vient de ribose, qui est un autre sucre. Le désoxyribose dans l'ADN, le ribose dans l'ARN. Puis leur fonction est différente aussi, leur rôle est différent. Donc, l'ADN, c'est la copie mère, c'est celle qu'on garde précieusement puis qu'on essaie de protéger à tout prix. Puis l'ARN, c'est une photocopie qu'on a faite d'une page dans le livre de notre chromosome, si on veut. Là, on avait beaucoup d'informations, on n'avait pas besoin de toute cette information-là, on avait besoin de juste un gène. Donc, on est allé photocopier la page pour ce gène-là, on est allé faire une copie. Puis ça, c'est mon ARN messager qui, lui, va être capable de sortir du noyau pour aller synthétiser les protéines. Donc, maintenant qu'on a résumé un petit peu la différence entre l'ADN et l'ARN, parlons du code génétique. Vous avez tous déjà entendu l'expression code génétique. Telle affaire, c'est dans ton code génétique. Ça veut dire quoi exactement le code? C'est quoi ce code-là en réalité? Bien, il n'est pas très, très compliqué en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai déjà commencé un petit peu à vous en parler quand je vous disais que l'ADN et l'ARN sont écrits avec un alphabet de 4 lettres. Là. La langue française, là, il y a plusieurs lettres dans la langue française. Ça, c'est notre alphabet. Dans l'ADN, il y a aussi un alphabet. Cet alphabet-là, par contre, il comprend juste 4 lettres. Ça peut avoir l'air très peu. Pour écrire une information aussi complexe que toute l'information qu'il faut pour fabriquer, par exemple, un être humain, mais c'est assez. Parce que ces 4 lettres-là, on va les rassembler en groupe de 3, puis on va faire l'équivalent de mots avec. Donc, en gros, imaginez-vous que dans l'ADN, vous avez l'équivalent de mots qui sont tous des mots de 3 lettres. Ça, c'est un peu spécial. Dans la langue française, les mots n'ont pas tous le même nombre de lettres, mais imaginez qu'on est en train d'inventer une langue, là. Puis dans cette langue-là, chaque mot, sans exception, a toujours exactement 3 lettres. Okay? Puis on a juste un alphabet de 4 lettres. Mais quand même, avec des combinaisons de 4 lettres, je peux avoir mon premier mot, ça peut être AAA, ou bien ça pourrait être AAT, ou bien ça pourrait être AAC, ou bien ça pourrait être AAG, et ainsi de suite. Après ça, je pourrais avoir une autre combinaison, ça serait ATA, puis ATT, puis ATC, puis ATG, ainsi de suite. On peut changer chacune des 3 lettres comme ça. Ça nous donne quand même pas mal de combinaisons. Puis dans le fond, là, ultimement, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut écrire des protéines. Donc, on veut que chacune de nos combinaisons de 3 lettres là, puisse correspondre à un des acides aminés dans les protéines. Puis c'est ces séquences de 3 lettres-là, ces petits morceaux de code de 3 lettres chacune, de 3 nucléotides chacune, qui vont chacune correspondre à un acide aminé dans les protéines. Puis si on compte les combinaisons possibles, il y en a plus que 20, fait qu'on est correct. Tant qu'on en a au moins 20, c'est correct. Si on en a plus, c'est du surplus, c'est de l'extra, tant mieux. Mais ça nous en prenait au moins 20. Donc, dans l'ADN, si j'utilise encore une fois la métaphore de l'alphabet ou de la langue, l'ADN est écrit avec une certaine langue qui a un alphabet de 4 lettres. Puis ces 4 lettres-là sont rassemblées en groupe de 3. Ces mots-là, ces mots de 3 lettres-là, c'est ce qu'on appelle des génomes. Donc, quand on parle d'alphabet, un mot de 3 nucléotides, c'est un génome. Puis ces 4 lettres-là, c'est les 4 nucléotides différents, ou bien, si vous préférez, les 4 bases azotées différentes. Chaque génome va correspondre à un acide aminé qui va aller dans la protéine. Donc, chaque protéine a au moins un génome qui lui correspond. Puis avec tout ça, on peut écrire plusieurs mots côte à côte. Une séquence de plusieurs mots de 3 lettres, on pourrait construire que c'est une phrase. Donc, une phrase avec plusieurs de ces mots-là, plusieurs de ces génomes-là, c'est ce qui correspondrait à un gène. Ça, c'est dans l'ADN. Dans l'ADN, les mots, c'est des génomes. Donc, c'est des bases de 3 lettres. Si je passe maintenant à la page 6, le mot génome, en fait, on ne va l'utiliser que dans l'ADN. On ne l'utilisera pas dans l'ARN. Dans l'ARN, il va y avoir des équivalents parce que chaque génome dans l'ADN, chaque code, chaque série de 3 lettres, chaque trio de 3 lettres, là, a 3 autres lettres qui sont homologues, qui sont équivalentes, puis qui vont être vis-à-vis. Donc, si c'est un A, puis un G, puis un T, mettons, comme génome dans ton ADN, bien, vis-à-vis, dans la molécule d'ARN que tu vas fabriquer, tu vas avoir encore une série de 3 lettres, un mot de 3 lettres qui va être, dans ce cas-là, A, ça correspond à U, G, ça correspond à C, et T, ça correspond à A. Donc, UCA, ça va être l'équivalent de ce génome-là. L'équivalent sur l'ARN d'un génome, c'est ce qu'on appelle un codon. Donc, le mot génome, on l'utilise pour l'ADN. Le mot codon, on l'utilise pour l'ARN. Puis dans les deux cas, c'est une série de 3 nucléotides, une combinaison, si on parle d'ADN, de A, T, C et G, ou dans un ordre donné.
Puis, si on parle d'ARN, c'est une combinaison de AUCG dans un ordre donné, 3 nucléotides comme ça, qui vont constituer ce qu'on appelle un codon. Puis, chaque codon va correspondre à un acide aminé qui, éventuellement, va être dans ma protéine. Donc, en gros, là, l'information génétique, c'est de l'information pour fabriquer des protéines. C'est une instruction, c'est une série, chaque gène, c'est une instruction pour fabriquer une protéine. Je passe maintenant, puis donc, dans l'image, vous voyez cette conversion-là de ADN à ARN messager à protéine. Bon, je passe maintenant à la page 7. OK. Chaque génome sur l'ADN correspond à un codon sur l'ARN messager. L'exemple que j'ai dans la diapo, c'est TAC. Bien, si là, on regarde le génome TAC, c'est facile de savoir c'est quoi le codon. Il faut juste faire la conversion. Rappelez-vous que T correspond toujours à A. A correspond, si c'était de l'ADN, A correspondrait à T, mais là, quand on fait, étant donné qu'on fait la conversion de ADN à ARN puis qu'il n'y a pas de T sur l'ARN, bien, A correspond à U, C correspond à G. Puis si on avait eu un G dans mon ADN aussi, bien, ça aurait correspondu à C. Donc, vous connaissez déjà la conversion. C'est facile de passer d'un génome à un codon. Il y a certains génomes et certains codons qui sont un peu spéciaux, qui vont correspondre à un signal de départ ou un signal d'arrêt. De la même façon que dans une phrase, là, si mon gène, c'est une phrase, okay? Bien, une phrase, au début, ça commence avec une majuscule, puis à la fin, ça finit par un point. Dans l'ADN, dans l'écriture de l'ADN, on a quelque chose d'équivalent à ça, on a quelque chose de semblable. Donc, au début, ce qui va marquer le début de ma phrase, qui serait à peu près l'équivalent d'une majuscule, c'est un génome, si on parle d'ADN, ou un codon, si on parle d'ARN, qu'on va appeler un codon de départ, ou un génome de départ. Puis à la fin, on a un génome d'arrêt si on parle d'ADN ou un codon d'arrêt si on parle d'ARN. Donc, il y a certains de ces trios-là qui sont spéciaux. Ils servent à dire c'est là qu'on commence, puis c'est là qu'on termine. Puis ça, c'est important parce que, rappelez-vous, sur une seule molécule d'ADN, j'ai plusieurs gènes. Fait que si tu ne sais pas où commencer puis où arrêter, qu'est-ce qui met le début, qu'est-ce qui marque le début puis la fin d'un gène, ben tu vas continuer de copier ton ADN. Tu vas faire une espèce de longue molécule d'ARN qui va comporter plusieurs gènes, puis c'est pas comme ça que la nature fonctionne. Si tu n'as pas besoin de tous tes gènes, tu as juste besoin d'un gène parce que tu as besoin d'une protéine, mais tu veux copier juste cette affaire-là. Donc, ça nous prend, il faut qu'on sache où commencer et où arrêter. Ça, c'est les codons de départ et d'arrêt, ou les génomes de départ et d'arrêt si on parle d'ADN, qui vont nous le dire. Rappelez-vous quelque chose que je vous ai déjà dit aussi plus tôt, l'ADN, ça se lie toujours de 3' à 5', et l'ARN, ça va toujours s'écrire de 5' à 3'. Donc, quand on va copier ce segment d'ADN-là pour fabriquer une molécule d'ARN, bien, on va lire l'ADN de 3' à 5', comme on faisait dans la réplication de l'ADN. Puis là, quand on va écrire, cette fois-ci, ce n'est pas un deuxième brin d'ADN, c'est de l'ARN. Quand on va écrire cette molécule d'ARN-là, on va l'écrire de 5' à 3'. Donc, il y a un sens dans lequel ça va se faire, dans lequel cette information-là va être lue et écrite. Bon, là, l'information qui nous reste à trouver, on a compris qu'il y avait des mots de 3 lettres, donc de 3 nucléotides, qui nous permettent d'écrire le langage de l'ADN et qui va correspondre à des acides aminés dans les protéines. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un dictionnaire de traduction, parce que là, on est en train de parler de traduire l'information du langage ADN-ARN au langage protéine. Comment on fait pour passer d'un à l'autre? Pour ça, on a besoin d'un dictionnaire de traduction. Le dictionnaire de traduction, vous l'avez à la page 8. Donc, je vous invite à me suivre à la page 8. À la page 8, l'espèce de gros tableau que vous avez à droite, c'est un tableau super important. Je ne vous demande pas de le retenir par cœur, OK? Perdez pas votre temps puis votre espace de mémoire à retenir tout ça par cœur. Ça serait complètement inutile. Moi, je suis loin de le savoir par cœur. Et ce n'est pas vraiment important de toute façon. C'est super facile de trouver cette information-là sur Internet ou dans n'importe quel livre de biologie. Donc, ce n'est pas trop grave. En gros, ce graphique-là, ce tableau-là, plutôt, ce n'est pas un graphique, là, ce tableau-là, il nous permet de déterminer si j'ai un codon. Dans ce cas-ci, on parle de codon de l'ARN messager. Puis, en fait, même si je ne l'avais pas dit, vous auriez été capable de le deviner parce que vous regardez, il n'y a aucun T dedans. Il y a juste des U à la place du T. Donc, on devrait, même si je ne vous l'avais pas dit, vous devriez être capable de savoir qu'on parle de codon ici. Autrement dit qu'on parle d'ARN. Donc, ces codons-là de 3 lettres, si je prends le premier complètement en haut à gauche, UUU, bien, ça va correspondre à un acide aminé. Sachez que les acides aminés, il en existe 20 au total. Chaque acide aminé a une abréviation de 3, donc il y a un nom, puis chaque nom d'acide aminé correspond aussi à une abréviation de 3 lettres. Dans le cas du premier acide aminé, c'est écrit PHE. PHE, c'est pour phénylalanine. C'est le nom d'un des acides aminés. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de retenir les abréviations, vous n'avez pas besoin de retenir les noms des acides aminés. Retenez juste qu'il y en a 20, puis que chaque acide aminé correspond à au moins un codon, puis souvent plusieurs. Parce que rappelez-vous, si on compte toutes les combinaisons de 3 lettres
possibles avec un alphabet de 4 lettres, bien, ça en donne pas mal plus que 20 en fait. Fait que dans certains cas, il y a des fois 2, 3 ou plus de codons différents qui vont tous correspondre au même acide aminé. Donc, quand les enzymes se promènent dans la cellule, là, quand le ribosome plutôt en fait se promène dans la cellule, là, puis qui est en train de lire l'information que tu as. OK, je recommence. Quand le ribosome se promène sur la molécule d'ARN messager, donc la molécule d'ARN qui est sortie du noyau, est allée se faufiler entre les deux sous-unités du ribosome, puis là, est en train d'être lu par le ribosome, parce que le ribosome, c'est ça sa job. Lui, il fabrique les protéines. Fait qu'il faut qu'il est capable de lire l'information qu'il y a sur l'ARN. Bien, quand il lit ça, s'il voit, mettons, je ne sais pas moi, CUU, bien, il sait que ça correspond à la leucine, à LEU, à un acide aminé qu'on appelle la leucine. Mais s'il voit CUC, il sait que ça correspond aussi à la même affaire, et ainsi de suite. Ça, c'est l'instruction pour passer d'un langage à l'autre. Avec ce dictionnaire-là, avec ce tableau-là, vous êtes capable de transformer chaque codon sur l'ARN messager en un acide aminé. Puis la cellule, elle sait comment ça fonctionne, cette affaire-là, puis c'est exactement ce qu'elle va faire avec des molécules. Donc, si mon génome, c'était par exemple ACC, dans l'exemple que vous avez dans la diapo là, mettons que j'ai un génome sur mon ADN qui est ACC, bien, c'est quoi le codon qui correspond à ça? Bien, A, ça va correspondre à U, C, ça va correspondre à G, et C, ça va correspondre encore une fois à G. Donc, on a un codon qui est UGG. Bien, trouvons le UGG dans le tableau à droite. Pour ça, bien, il faut regarder dans la colonne complètement à gauche, en rose, là, il est où le U? Donc, le U est là, on regarde la rangée qui est en haut. Après ça, la deuxième base, il faut regarder la première rangée en haut du tableau en rose. Donc, G, c'est complètement à droite. On regarde le G, on identifie le G. OK, on sait qu'on est dans cette boîte-là à droite. Après ça, on cherche la troisième base. Pour ça, il faut aller complètement à droite du tableau dans la colonne rose. Chercher le G, puis là, vous avez le U, le G et le G. Vous savez que ça correspond. Donc, le codon UGG, il est placé là, trouvez-le. Et ça correspond à TRP, qui est le nom d'un autre, l'abréviation d'un autre acide aminé. En bonus, sur ce tableau-là, vous avez également identifié en vert et en rouge les codons de départ et d'arrêt. Codon de départ, il en existe juste un. C'est toujours AUG. C'est toujours le même. Donc, quand sur mon un ARN, j'ai AUG, ça veut dire que c'est là qu'on commence à fabriquer la protéine. Puis ça correspond aussi à un acide aminé qui est la méthionine, MET. Donc, méthionine, c'est le premier acide aminé qui va toujours apparaître au début d'une protéine qui est en train de se former. Après ça, on a des codons d'arrêt. Les codons d'arrêt, les autres, on a peut-être juste un codon de départ, mais on a 3 codons d'arrêt différents. Donc, il y a 3 maisons différentes de nucléotides qui vont correspondre à un arrêt, puis que quand le ribosome voit une de ces 3 combinaisons-là, il dit « OK, c'est bon, on a fini, on arrête de copier ici cette information-là, puis on a toute l'information qu'il faut pour fabriquer notre protéine. » Je passe maintenant à la diapo numéro 9. Bon, suite au problème technique que j'ai eu avec cette vidéo-là, j'ai décidé de couper la fin du vidéo puis de la remplacer par une nouvelle. Donc, c'est pour ça que je ne porte pas la même chemise. Ça a été filmé à une journée différente. Après ça, je vais coller les deux bouts ensemble. Donc, on va espérer que ça va bien fonctionner. Donc, dans votre cas, il n'y a pas eu de pause, mais dans mon cas, re-bienvenue, cher biologiste, en herbe. Et donc, c'est ça, on était rendu à la page 9 du PowerPoint 1D. Donc, de la première partie du PowerPoint 1D. Et bien, c'est ça. On vient de voir que bon, il y avait des codons de départ et des codons d'arrêt. Maintenant, on va faire un exemple pratique, un exemple concret de ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, en gros, là, on sait qu'il y a une corrélation, on sait qu'il y a une équivalence entre les codons, en fait, entre les génomes sur l'ADN, les codons sur l'ARN messager et les acides aminés sur les protéines. Bien, sachant ça, puis ça, c'est ce qui nous montre cette corrélation-là, bien, c'est le dictionnaire de conversion, le dictionnaire de traduction dont je vous ai parlé à la dernière page. Donc là, on est maintenant à la page 9. Voyons un exemple. Donc, on a une première ligne qui est essentiellement une liste de lettres. Ces lettres-là, c'est soit des A, des T, des C ou des G. Donc, étant donné qu'il y a des T, on sait que c'est sur de l'ADN. Si on veut savoir à partir de ce premier bout d'ADN-là, cette première séquence d'ADN-là, c'est quoi le genre de protéines qu'on pourrait produire avec ça, bien, faisons l'exercice ensemble. Donc, on a une première ligne. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire l'équivalent de la transcription. Donc, il faut convertir cette information-là ADN à ARN. Donc, bien, ça, c'est facile. On sait que le C correspond à un G, le G correspond à un C. Si on continue après ça, le T correspond à un A.
Le A, attention ici, correspond à un U parce que c'est de l'ARN et c'est plus de l'ADN à partir de maintenant. Le C correspond à un G, et ainsi de suite. On peut passer à travers toute la ligne comme ça. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait ça, bien là, on a fait l'équivalent de la transcription. C'est comme si on avait produit une molécule d'ARN messager. Mais la job n'est pas terminée. Après ça, il va falloir faire la deuxième partie qui est la traduction. Bien, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire l'équivalence. Donc, la première étape, la première chose à faire, c'est de trouver notre codon de départ parce que tout ce qu'il y a avant ça, c'est de l'information scrap. C'est de l'information dont on n'a pas besoin. On a juste besoin de l'information à partir de ce codon de départ-là. Puis le codon de départ, comme on en a déjà parlé, c'est toujours AUG. Donc, trouvons le premier AUG. Bien, au début, on a un G, après ça, on a un C. Après ça, on a un A, un U, un G. C'est ça qu'on cherche. Donc, on a AUG. Ça, c'est notre codon de départ. Donc, à partir du moment où on a trouvé le codon de départ, ce qu'on va faire à partir de ce point-là, c'est qu'on va tracer une ligne de chaque côté de une ligne verticale de chaque côté de notre codon de départ. Puis après ça, à toutes les trois nucléotides, donc toutes les trois lettres, on va tracer une autre ligne. Donc, on a une première lettre, c'est notre AUG. Après ça, trois lettres plus tard, on a trois autres nucléotides, on trace une autre ligne, et ainsi de suite. On va continuer comme ça aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un codon d'arrêt. Donc, on continue de faire des trios de lettres comme ça jusqu'à ce qu'on ait trouvé un des fameux trois codons stop, un des fameux trois codons d'arrêt, donc soit UAA, soit UAG ou soit UGA. Puis dans ce cas-ci, après 1, 2, 3, 4, 5, après 5 sections comme ça, on a effectivement un UGA qui est notre codon d'arrêt. Donc ça nous dit, OK, notre protéine, elle a toute l'information pour qu'on puisse la fabriquer à ce point-là. Donc, c'est quoi l'autre étape après? Bien là, on a nos trios de trois lettres. Ça, c'est des codons sur notre ARN messager. Il faut les convertir en acide nucléique, pardon, en acide aminé. Et pour ça, bien, vous utilisez le dictionnaire de traduction que vous aviez à la dernière page et que vous avez en haut de cette page-ci. Donc, AUG, ça va correspondre à méthionine, par exemple. CAU, ça va correspondre à histidine, et ainsi de suite. Donc, chacune des trios, on met l'abréviation de trois lettres de l'acide aminé correspondant, et bien, on continue comme ça jusqu'au codon d'arrêt. Puis là, à la fin, on a effectivement notre protéine. C'est quoi la protéine qui serait produite? C'est quoi le polypeptide en réalité qui serait produit? Parce que, bon, on a vu que la protéine, ce n'est pas juste la séquence, mais la séquence, bien, on sait que c'est méthionine, histidine, leucine et acide aspartique. C'est les noms de 4 acides aminés. Bon, évidemment, ce n'est pas très réaliste comme exemple parce que dans la vraie vie, il n'y a aucune protéine qui a juste 4 acides aminés. Ils ont toujours au moins une couple de dizaines d'acides aminés, puis des fois, ça peut même être des centaines. Mais ça vous donne quand même une idée du principe. Donc, comment on fait ce genre de conversion-là. Ça, c'est le genre d'exercice que je pourrais très bien vous demander de faire. Je pourrais vous donner une séquence de nucléotides sur de l'ADN, puis vous dire, à partir de cette séquence-là, c'est quoi la protéine qu'on pourrait produire? Il faudrait faire toutes les étapes qu'on vient de faire ensemble. Je passe maintenant à la diapo 9. Donc, jusqu'à présent, on a vu cette étape de synthèse des protéines-là dans les grandes lignes en général. Puis on a vu qu'elle était divisée en deux parties. On a parlé de la transcription au début et de la traduction après. Voyons maintenant un petit peu plus en détail la partie sur la transcription et on verra plus tard, donc aux prochaines vidéos, la partie sur la traduction. Donc, commençons par la transcription. Comment ça se passe, la transcription? Dans les grandes lignes, en général, donc en gros, sur la diapo 10, en haut, j'ai une molécule d'ADN, donc avec ces deux brins en orange comme ça, antiparallèles un au-dessus de l'autre. Puis si on zoome sur une partie de cette molécule-là, on va pouvoir copier cette partie-là. Donc, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y a des enzymes, donc des protéines particulières qui vont jouer le rôle de catalyseur. Par définition, une protéine qui joue le rôle de catalyseur, c'est ce qu'on appelle une enzyme. Donc, il y a des enzymes particulières qui vont arriver. Puis tout ce processus-là, il est géré par un certain nombre de protéines, de ces enzymes-là. Donc, il y en a une qui va arriver, qui va déplier, défaire la spirale de l'ADN, qui va aplatir l'ADN parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur une espèce de ruban plat que de travailler sur une spirale. Donc, il y en a une qui va arriver qui va faire ça. Puis en même temps, elle va ouvrir les deux brins, elle va les écarter les uns des autres. Ça, c'est essentiel parce qu'il faut qu'on aille jouer dans le milieu, il faut qu'on aille jouer à l'intérieur de ces deux brins-là. C'est là qu'on va copier un des deux brins sous forme d'ARN. Donc, il y a des enzymes qui vont gérer ça. Là, il y a une autre enzyme qui arrive qui va venir s'attacher sur un des deux brins. Cette enzyme-là va toujours s'attacher sur le bon. Elle sait c'est quoi lequel des deux brins qui est le bon. Donc, elle va s'attacher là-dessus, puis elle va glisser un peu comme un train sur un rail le long de ce brin-là. Puis, au fur et à mesure qu'elle glisse, en arrière, il y a une nouvelle molécule qui est en train d'être créée au fur et à mesure, qui est ma nouvelle molécule en formation d'ARN messager. Cette nouvelle molécule-là qui est en train de se former, elle est formée par plein de nucléotides, plus spécifiquement des ribonucléotides qui traînent un peu partout dans le noyau. Il y en a plein qui sont libres comme ça dans le noyau. Puis elle se promène comme ça. Puis là, elle lit essentiellement c'est quoi le nucléotide ADN que j'ai en haut. Puis elle va coller le bon ribonucléotide, donc le nucléotide d'ARN, en dessous vis-à-vis le premier. Après ça, elle passe au deuxième. Elle lit c'est quoi? Elle colle le bon en dessous. Elle lit c'est quoi? Elle colle le bon. Puis essentiellement, elle crée une deuxième
un deuxième brin comme ça, qui n'est pas un brin d'ADN, mais qui est un brin, une molécule d'ARN messager qui va correspondre à ma molécule d'ADN. Donc, c'est ça. Je passe maintenant à la diapo numéro 11. Donc, après ça, une fois que tout ça c'est terminé, une fois que toute ma molécule d'ARN complète est terminée, ben là, on a une copie entière d'un gène. Rappelez-vous, une molécule d'ARN, ça contient l'information pour un seul gène. Puis l'ADN, lui, il est plus long. Il a commencé beaucoup plus loin à gauche, puis il continue beaucoup plus loin à droite, mais on n'a pas besoin de tout copier au complet. On commence au colon de départ, puis on finit au colon d'arrêt, puis ça, c'est mon gène. Donc, cette longueur-là, cette distance-là, c'est ça qui va être la longueur de ma molécule d'ARN messager. Après ça, évidemment, la molécule d'ARN messager, une fois qu'elle est complétée, bien, elle se détache, puis donc elle se retrouve dans le noyau. Qu'est-ce qui va y arriver plus tard? Bien, éventuellement, elle va sortir du noyau et elle va se retrouver dans le cytoplasme. Elle va aller rencontrer les ribosomes et on va parler de ça tout à l'heure, mais c'est là que la traduction va avoir lieu. Mais avant ça, il y a une couple d'étapes qui vont devoir être, qu'on va devoir effectuer sur mon ARN messager dont on va parler dans quelques minutes. Je passe maintenant à la page numéro 12. Donc ça, c'était en général. Voyons-le un petit peu plus en détail maintenant. Donc la transcription, là, en gros, là, il y a 4 étapes clés qui vont toujours se produire dans le même ordre, qui sont premièrement l'initiation de la transcription. Donc, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y a une de ces enzymes-là, plus spécifiquement, cette enzyme-là, elle s'appelle l'ARN polymérase 2. Donc, ARN parce qu'elle travaille avec de l'ARN, polymérase parce qu'elle va servir à polymériser ce fameux ARN-là. Donc, l'ARN polymérase 2. Puis, pourquoi il y a un 2 à côté? C'est parce qu'il y en a plusieurs, des ARN polymérases, puis ils ont des numéros. Pour l'instant, la seule qui nous intéresse, c'est l'ARN polymérase 2. Donc, elle sert à polymériser, donc à fabriquer une nouvelle molécule d'ARN dans ce cas-ci. Ça, c'est la première étape. Donc, c'est ça qui va initier la transcription. Elle va se lier au bon brin d'ADN et elle va commencer. Après ça, la deuxième étape, c'est l'élongation, donc l'allongement, si on veut, de ma fameuse molécule d'ARN. Jusqu'à présent, je parlais d'ARN messager. Je vais juste vous introduire une petite nuance ici. On va distinguer deux types d'ARN. En fait, pour l'instant, il y a l'ARN messager et il y a aussi ce qu'on appelle l'ARN pré-messager. C'est presque la même chose. L'ARN pré-messager et l'ARN messager, c'est presque la même affaire. Il y a quelques différences près entre les deux qu'on va voir tout à l'heure. Mais en gros, l'ARN pré-messager, c'est celui qui est synthétisé, qui est fabriqué directement à partir de l'ADN. Donc, c'est la copie directe de l'information que j'ai sur mon ADN. Cet ARN pré-messager-là, il va subir quelques transformations qu'on va voir tantôt, et c'est là qu'il va devenir de l'ARN pré-messager. Donc, c'est essentiellement la même chose, mais pas tout à fait. Donc, mais il va s'allonger donc à la deuxième étape. Après ça, la troisième étape, bien, il faut bien terminer à un moment donné. Donc, quand notre enzyme, justement, notre ARN polymérase 2, elle rencontre un codon d'arrêt, un codon stop, c'est là que ça lui donne le signal d'arrêter. Elle arrête la transcription à ce moment-là et elle va se détacher. Puis la quatrième étape, bien, c'est l'étape dont j'avais commencé à vous parler. C'est à cette quatrième étape-là que notre ARN pré-messager, il va se transformer, il va être modifié un petit peu et il va devenir véritablement de l'ARN messager. Puis c'est ça, l'ARN messager. Donc ça, c'est dans le noyau que ça se passe aussi. Puis c'est l'ARN messager qui, lui, va sortir du noyau, puis il va pouvoir être capable d'aller faire sa job à l'extérieur du noyau, donc dans le cytoplasme avec les ribosomes qui vont se trouver à cet endroit-là. Passons maintenant à la diapo numéro 13. Donc voyons ces 4 étapes-là. Première étape, ce n'est pas très, très compliqué. On a une enzyme. Ici, l'enzyme, dans l'illustration que vous avez à droite, là, c'est l'espèce de forme un petit peu qui ressemble un peu à un œuf, si on veut, ou un pic de guitare, quelque chose comme ça, blanchâtre comme ça. Ça, c'est notre enzyme. C'est l'ARN polymérase, dans ce cas-ci, l'ARN polymérase 2, qui vient se fixer à ma molécule d'ADN. Bon, rappelez-vous, ma molécule d'ADN, elle a 2 brins, hein, puis les 2 brins sont antiparallèles. Il y en a un qui pointe par là, puis un qui pointe par là. Donc, chaque brin a 2 extrémités, 3' et 5' qui sont opposées l'une par rapport à l'autre brin. Mon ARN polymérase, la première chose dont elle va avoir besoin, c'est un espace suffisant pour être capable de s'installer parce que c'est une grosse molécule, c'est une grosse protéine, cette enzyme-là. Elle a besoin de la place, autrement dit. Elle a un gros derrière, là, puis elle ne fait pas n'importe où. Fait que, elle veut s'attacher sur la protéine, mais elle dépasse pas mal en arrière. Fait que pour ça, elle va avoir besoin de ce que j'aime bien comparer à une piste d'atterrissage. Il y a une espèce de piste d'atterrissage sur mon ADN qui est ce qu'on appelle le promoteur. Donc, c'est quoi le promoteur? C'est une séquence, une courte séquence d'ADN qui va comporter là, un couple de nucléotides qui ne contiennent pas de l'information utile. Ce n'est pas là parce qu'il y a de l'information importante là-dessus, c'est juste là pour servir d'espace pour que mon ARN polymérase 2 puisse aller s'asseoir dessus puis aller s'agripper, puis pas trop dépasser sur l'autre gène qui vient avant, mettons, là, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le promoteur. Donc, mon ARN polymérase, c'est-à-dire 2, elle s'assoit sur le promoteur comme ça, puis juste au bout de ce promoteur-là, j'ai mon codon de départ. Donc, c'est là qu'elle va vraiment commencer à écrire, c'est là qu'elle va commencer à lire l'information puis à fabriquer sa protéine, pas sa protéine, mais son ARN messager. Donc, c'est à ce moment-là que ça se passe.
J'ai une petite question pour vous. Dans l'image qui sont ici, d'après vous, quel brin va être transcrit? On parle de transcription de l'information génétique. Donc, ça, c'est une molécule d'ADN. Elle a deux brins, un en haut puis un en bas dans mon image. Puis mon ARN polymérase, elle vient de se fixer complètement à gauche de mon image. Puis là, elle s'apprête à se déplacer de la gauche vers la droite de mon image. Là, je viens de vous donner toute l'information qui est nécessaire pour que vous soyez capable de me dire lequel des deux brins va être transcrit. Parce que l'ARN, ça va toujours se lire de 3' à 5', puis ça va toujours s'écrire de 5' à 3'. Toujours. Il y a un sens de lecture de l'ADN et il y a un sens d'écriture de mon ARN messager aussi qui va être fabriqué. Donc, en gros, mon ADN, comme je dois toujours le lire de 3' à 5', bien, si ma polymérase 2, mon ARN polymérase 2 est assis à gauche, elle s'est installée à gauche, puis elle s'apprête à glisser vers la droite, bien, le seul des deux brins qui est dans le bon sens, qui va de 3' à 5', c'est celui du dessous. Ce n'est pas celui du dessus. Celui du dessus, si elle lisait celui du dessus, elle serait en train de se déplacer à l'envers sur le dessus. Sur ce brin-là. Puis ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, c'est le brin du dessous ici qui s'apprête à être lu. Passons à la page 14 maintenant, la diapo suivante. Puis en fait, on la voit, mon ARN polymérase 2 qui est en train de se déplacer. Donc sur image à gauche, vous voyez l'espèce de forme de l'enzyme. Là. Elle commence à gauche, elle ouvre les deux brins, puis là, elle commence à fabriquer. Puis, donc, celui qu'elle lit, sur lequel elle va aller chercher l'information, c'est le brin du dessous sur mon illustration. Donc, elle lit, est en train de transcrire mon ARN, donc elle est en train de fabriquer ce transcrit d'ARN messager-là. Et pendant qu'elle fait ça, bien, elle glisse comme un train sur un rail, elle se déplace de gauche à droite dans mon image. Puis, au fur et à mesure qu'elle est en train de se glisser sur ce brin-là, le brin du dessous dans ce cas-ci, bien là, il est en train de créer sa molécule d'ARN messager, bien, pré-messager qui va devenir de l'ARN messager plus tard. Et cet ARN-là est en train de dépasser, il est en train d'allonger, il est en train de devenir de plus en plus long. C'est pour ça qu'on appelle ça l'étape de l'élongation. Quand on parle d'élongation, on parle ici de l'élongation de l'ARN. Puis à droite, vous avez un petit peu un zoom là, de qu'est-ce qui se passe exactement à l'intérieur de cette enzyme, de cette ARN polymérase 2-là. Là. Elle est en train de glisser sur mon ADN, puis là, le brin qu'elle lit, bien, au fur et à mesure, elle ajoute des ribonucléotides qui vont être complémentaires et qui, plus loin, vont se détacher puis vont devenir un brin complètement séparé mes deux brins d'ADN. Je passe maintenant à la diapo numéro 15. Donc, diapo numéro 15, bien évidemment, il faut bien terminer ça. On ne peut pas continuer à l'infini. De toute façon, ma molécule d'ADN, elle est beaucoup trop longue, puis on ne veut pas avoir toute cette information-là. Donc, mon enzyme, essentiellement, elle va continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle rencontre un codon d'arrêt. Donc, un des trois codons d'arrêt qu'on a vu qui existe. Puis à partir de ce moment-là, ça lui donne le signal d'arrêter. Ça lui dit, OK, ben c'est bon, on a toute l'information pour que mon ARN soit complet, puis pour créer une protéine avec ça, fait qu'on peut arrêter maintenant. Fait que là, à cet endroit-là, tout de suite après, il va y avoir une autre zone qui ne contient pas d'information, qui est un petit peu comme la zone promoteur. Ça, c'est ce qu'on appelle la zone terminateur. Puis la zone terminateur, si la zone promoteur, c'est comme une piste d'atterrissage pour que mon enzyme puisse arriver là puis s'installer à cet endroit-là, bien, la zone terminateur, c'est une piste de décollage. Mon enzyme, quand elle arrive là-bas, là, elle a besoin d'un petit peu plus d'espace suite à mon gène pour être capable de se détacher, pour décoller de ma molécule d'ADN. Donc, c'est le terminateur qui va jouer ce rôle-là. Donc, on a un promoteur avant chaque gène. On a un terminateur avant chaque gène. Ces deux morceaux d'ADN-là ne contiennent pas d'informations utiles, mais ils servent de piste d'atterrissage et de décollage pour mon enzyme qui fait la réplication. Et donc, juste après mon promoteur, j'ai mon codon de départ, puis juste avant mon terminateur, j'ai mon codon d'arrêt. Puis entre le codon de départ et le codon d'arrêt, bien, ça, c'est toute l'information utile qui est nécessaire pour fabriquer ce fameux gène-là. Donc, pour fabriquer cette molécule d'ARN-là. Rappelez-vous, à ce stade-ci, on est encore en train de parler d'ARN pré-messager. Okay? Ça va vraiment devenir de l'ARN vraiment messager juste à l'étape suivante. Puis pour ça, je vous amène à la page 16. Qu'est-ce qui se passe quand on transforme de l'ARN pré-messager qui vient juste d'être répliqué à du véritable ARN messager? Il y a une dernière petite étape petite mais quand même très importante, étape qu'il faut s'assurer de faire. C'est qu'en fait, on va assurer que mon ARN pré-messager, il va maturer. La maturation de l'ARN pré-messager, ça consiste en trois affaires différentes. Il y a trois modifications qui vont avoir lieu sur mon ARN pré-messager et qui vont le transformer en ARN messager. Ces trois modifications-là, c'est les suivantes. Premièrement, on va enlever des petits morceaux d'information à l'intérieur même du gène, parce qu'il y a de l'information à l'intérieur du gène qui n'est pas utilisée, qui ne sert pas à fabriquer la protéine en question. Ces morceaux d'information-là, c'est des informations qui sont des intrus à l'intérieur de mon gène. Donc, on va les appeler des introns. Donc, les introns, là, c'est les morceaux d'information qui sont des intrus. Ces morceaux-là, ben, on va devoir les enlever. Puis ce qui va rester, c'est ce qu'on appelle des exons. Donc, dans un ARN pré-messager, j'ai des introns et des exons.
des exons, c'est-à-dire les introns sont enlevés, on garde donc la molécule, la molécule d'ARN, il y a d'autres enzymes qui vont arriver, qui vont couper au début et à la fin des introns, ils vont les enlever, ils vont recoller les deux bouts ensemble, puis là, ma molécule d'ARN messager, elle va être un petit peu plus courte que ma molécule d'ARN pré-messager était. Puis ce qui est gardé, c'est les exons. Un truc pour vous en souvenir, c'est que penser à exons, c'est ceux qui sont exprimés en protéines. C'est ceux qui plus tard vont pouvoir transmettre l'information pour fabriquer cette protéine-là. Donc ça, c'est la première modification, donc l'enlèvement des introns. Deuxième modification, c'est en fait la deuxième et la troisième modification qui se ressemblent, c'est qu'à chaque bout, à chaque extrémité de ma molécule d'ARN pré-messager, je vais ajouter un bouchon, une espèce de cap à chaque extrémité qui vont servir, entre autres, à protéger ces deux extrémités-là. Parce que ma molécule d'ARN, elle est plus sensible, elle est plus réactive aux deux extrémités. C'est là qu'elle a le plus tendance à réagir chimiquement avec d'autres choses. Fait que comme on ne veut pas qu'elle réagisse avec d'autres choses puis que ça modifie la molécule, ben on va mettre des bouchons à chaque extrémité. Donc ces deux bouchons-là, bouchon, ce n'est pas le terme technique, là, mais ces deux morceaux de molécules-là qu'on met aux deux extrémités, celle qu'on met à l'extrémité 5', c'est ce qu'on appelle une coiffe 5'. Donc, la coiffe, c'est un peu comme un chapeau, là. On le met à un bout. Et ça, on pense que non seulement ça va stabiliser cette extrémité-là, mais ça va aussi servir de site d'attache pour les ribosomes. Plus tard, quand ma molécule elle va être sortie, quand mon ARN va être sorti du noyau, puis qu'elle va être rendue, qu'elle va être en train de chercher un ribosome, mais quand elle va en avoir trouvé un, c'est cette partie-là qui va rentrer et qui va trouver le ribosome, autrement dit, puis s'attacher à ce ribosome-là. Après ça, il y a à l'autre extrémité, il y a un autre bouchon qu'on va mettre qui est ce qu'on appelle une queue poly-A. Donc, la queue poly-A, c'est un autre cap qu'on met à notre extrémité. Ça aussi, ça stabilise l'extrémité de la molécule et ça va aussi contribuer à lui permettre de sortir plus facilement du noyau parce que rappelez-vous, tout ça, ça se passe encore dans le noyau. La maturation, c'est dans le noyau que ça se produit. Puis ma molécule d'ARN, ce n'est pas dans le noyau qu'elle va être utile, c'est à l'extérieur. C'est au niveau des ribosomes qui, les autres, sont à l'extérieur. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle sorte du noyau. Puis le seul endroit par où elle peut sortir du noyau, c'est par les pores dans l'enveloppe nucléaire. Donc, mon noyau, c'est un espèce de coffre-fort fermé pas mal hermétiquement, mais il y a quand même des portes d'entrée et de sortie. C'est ce qu'on appelle les pores dans l'enveloppe nucléaire. Donc, c'est par là que l'ARN messager va passer. Bien, pour passer par là, autour de ces pores-là, il y a des douaniers, si on veut. Il y a des protéines spéciales qui servent de bouncer, puis qui ne laissent pas rentrer et sortir n'importe qui. Pour rentrer ou pour sortir, il faut que tu aies la permission. Puis, entre autres, bien ça, la queue poly-A, ça va donner à cet ARN messager-là la permission de sortir. Puis quand les protéines autour de ces pores-là vont voir que la molécule, ce petit morceau-là de molécule à son extrémité, bien, elle peut passer. Si elle ne l'avait pas, elle ne serait pas capable de passer. Donc, ça, c'est la troisième étape de ce qu'on appelle la maturation de mon ARN qui va passer de pré-messager à véritablement de l'ARN messager. Donc là, ça, c'est deux types d'ARN qu'on a vus, pré-messager et messager, qui sont pas mal identiques. Au prochain vidéo, vous allez voir un troisième type d'ARN qui est l'ARN de transfert dont je vais vous parler rendu à ce point-là. Donc maintenant, on passe à la diapo numéro 17, qui est une pause. Donc, on va arrêter ici et je vous invite après ça à aller voir le deuxième vidéo de cette partie-là du cours, de cette semaine-là, qui va être la dernière vidéo de la session. Donc, à plus tard.